Ce genre de théorie suppose qu'il n'y a pas de but. D'ailleurs, le problème du but a toujours été un problème métaphysique et les physiciens n'ont jamais voulu entendre parler de ce problème-là. Si vous leur parlez du but de l'univers, ils disent « Oh là là, ça c'est des foutaises, ça n'a pas d'intérêt ». Adressez-vous aux métaphysiciens, mais ils ne savent pas qui c'est les métaphysiciens en général. Donc, pas de but, puisque une explosion accidentelle comme ça, boum. De quoi, on ne sait pas. Après, ça donne de la matière. Ça donne même du temps, puisque c'est... Il y a 15 milliards d'années, selon ces théories, le temps a commencé... Et l'espace aussi. L'espace serait né d'une explosion, le temps aussi, et la matière, etc., la gravitation, tout ce que vous voulez, aurait découlé de ça. Et c'est seulement à la suite de l'évolution qu'on serait arrivé à l'esprit. Évidemment, s'il n'y a pas de but au départ, s'il n'y a pas de volonté, s'il n'y a pas de conscience, s'il y a simplement de la matière qui explose, etc., on ne peut pas faire autrement pour expliquer la conscience. C'est l'évolution qui a la conscience. Et en face de ça, il y a toute une autre forme de la science qui est la science de l'atome. Et la science de l'atome, évidemment, elle a un champ d'observation qui est la matière, alors que la science de l'univers n'a pas beaucoup de champ d'observation, puisque le passé de l'univers, on essaye de le voir en regardant très loin avec des télescopes, mais on n'a pas beaucoup d'éléments pour en juger. Quelques règles qui permettent de penser que l'univers est en expansion et que l'univers partirait d'un point, etc. Ça, on a des éléments qui supposeraient cela, mais c'est contestable. Au niveau de l'univers, c'est pas facile d'avoir des éléments physiques d'observation, au niveau de l'origine, évidemment, de l'univers. Mais au niveau de la matière, on a la possibilité d'observer la matière. Bon. Personne n'a jamais vu une particule atomique. Ne faites pas d'illusions là-dessus. Personne n'a jamais vu un atome. On voit des molécules, on voit des cellules, on voit tout ce que vous voulez, mais un atome, non. C'est impossible à voir. Alors, il est évident que si vous aviez un microscope suffisamment puissant pour voir un atome, le microscope étant constitué lui-même d'atomes, il n'y aurait rien de problème fondamental à régler là-dedans. On ne peut pas descendre l'observation au niveau de l'atome. Donc, en fait, on n'a jamais vu un atome, on ne sait pas comment c'est. On n'a jamais pu saisir un atome et dire, voilà, il a une polarité, il est comme ceci, ça c'est un neutron, ça c'est un proton. Tout cela ne sont que des hypothèses. Ce sont des hypothèses étayées évidemment sur des expériences, mais des expériences très indirectes, sur des faisceaux lumineux, sur des projections de champs d'énergie par rapport à d'autres champs d'énergie, sur des plaques de métal, etc. On essaie d'avoir des réactions et puis on observe des traces, des choses qu'on interprète. Et ces choses qu'on interprète, on essaie de les faire cadrer avec les théories antérieures. Or, les théories antérieures ont été fondées sur des expériences plus anciennes, qui étaient plus sujettes à caution. Et pour arriver à faire cadrer tout ça, on est obligé à faire toute une gymnastique intellectuelle et logique qui finalement aboutit à faire une science extrêmement compliquée. Donc on se trouve foncièrement dans l'instant présent. C'est vraiment du présent. Et là, ça devient impossible d'avoir une vision progressive, une vision évolutive de l'univers, de la matière, du fait qu'on ne peut avoir que des instantanés, des photographies de cette matière, des photographies de l'atome. Ce pas des vraies photographies, bien sûr, on ne les voit pas, mais des instantanés qui donnent des impressions subites. Voilà, il y a quelque chose ici, il y a quelque chose là, il se passe quelque chose là. Et cette impossibilité de voir les choses dans leur mouvement, dans leur évolution, empêche très largement de comprendre les choses à ce niveau-là. C'est le contraire, évidemment, dans la théorie du Big Bang, dans la théorie astrophysique, où là, on voit les étoiles tourner. Lorsque vous avez Jupiter qui est ici, vous savez que demain, il sera là. Il n'y a pas de problème, on les voit dans leur mouvement. Donc on a créé des théories astrophysiques qui sont fondées sur le mouvement de type newtonien, avec des changements d'évolution des mouvements. Mais pour ce qui est de la matière, c'est tout à fait impossible. On ne peut pas faire des théories du mouvement, on peut faire que des théories d'instantané. Ce qui fait que se sont créés comme ça deux groupes de théories complètement distinctes qui n'ont pas de communication entre eux. Et alors, là où la communication est devenue une totale incohérence entre ces deux théories, c'est qu'à force d'étudier l'instant présent de la matière, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de matière. On n'a jamais pu saisir vraiment quelque chose de matériel dans tout ça. Et même ce qu'on saisit le mieux, c'est qu'en fin de compte, c'est l'observateur, c'est celui qui invente l'expérience, celui qui crée les instruments de mesure, qui influence la matière. Autrement dit, d'une certaine façon, on découvre des particules parce qu'on les a inventées avant. Et les particules, elles évoluent, elles changent beaucoup en fonction d'un état d'esprit, en fonction de l'observation. Et même si aujourd'hui la plupart des physiciens ne pensent pas que la matière soit de l'esprit, les pères fondateurs de la physique quantique, Heisenberg, Planck, quelques autres, eux considéraient que de toute façon, et ça date du début du siècle, c'est pas d'aujourd'hui, considéraient qu'en fait il n'y avait aucune matière et qu'en fait il n'y a que de l'esprit.
Tout est nombre, disaient ces pères fondateurs de la physique quantique, tout est nombre, tout est spirituel, et le monde ressemble plus à une grande pensée qu'à une grande matière ou à un grand mouvement, une grande énergie. Une grande pensée. C'est ce que l'on constate aujourd'hui, même si on ne veut pas le croire, en voyant à quel point l'acte d'observation engendre la matière. Et même le terme quantique, maintenant, il a ce sens-là, on va dire quelque chose est quantique à partir du moment où il naît de l'observation. C'est le simple fait, disons par exemple, que ce n'est qu'au moment où j'observe la chose qu'elle existe. Parce que la particule, c'est comme ça, ce n'est qu'au moment où on peut l'observer qu'elle existe. Elle devient une particule parce qu'on l'observe. Et bon, toutes ces théories, donc, ont abouti à cette impression que, en fait, c'est d'abord l'esprit. Et que c'est l'esprit qui fait qu'il y a ces particules, l'esprit de l'observateur, et puis, après, par un procédé qui est complètement ignoré de la physique, il y aurait une évolution qui ferait les atomes, qui ferait le monde tel que nous le vivons. Et donc vous voyez à quel point on arrive à une contradiction absolument inconciliable entre la théorie du Big Bang, qui fait de l'esprit le résultat de l'évolution à partir d'une explosion de matière, et la théorie quantique, qui elle fait partir l'univers de l'esprit, qui serait une évolution de l'esprit vers la matière. Donc les deux théories sont absolument inconciliables. D'où le fait que les physiciens quantiques sont des physiciens quantiques, les astrophysiciens sont des astrophysiciens, il n'y a quasiment pas de pont entre eux, et que la science cherche sa cohérence. La science cherche sa théorie unitaire qui permettrait d'expliquer à la fois le ciel et les atomes. Parce que c'est quand même un comble d'avoir besoin de deux théories différentes pour expliquer les atomes et le ciel, alors que de fait, c'est la même chose. Le ciel est constitué d'atomes, et les atomes constituent des planètes. Notre planète, c'est des atomes, c'est autre chose. Alors, s'imaginer qu'il y a une théorie de l'origine de la planète elle-même et une théorie complètement contradictoire des atomes qui constituent cette planète, ce n'est pas possible, ce n'est pas pensable. Le fait de soutenir ce genre de théorie fait preuve d'une attitude intellectuelle qui n'est rien de scientifique, c'est le moins qu'on puisse dire. Et pourtant, on les soutient, et on les enseigne en université. Ça, c'est l'envers du décor, et puis l'endroit du décor, c'est ce que vous voyez à la télévision, les gens qui exposent un peu des théories qui ont l'air comme ça, cohérentes, intelligentes et très complexes, et puis au-delà de notre compréhension pour les humains, puisque il faut vraiment être spécialiste pour arriver à les comprendre, et on nous répète à l'envie que de toute façon, l'homme n'est pas à même de tout comprendre, il ne faut pas qu'il essaye de tout comprendre, il y a des choses qui lui échappent toujours. Il y a des physiciens qui ne sont pas d'accord. Hawking, vous connaissez aussi, Stephen Hawking, qui s'occupe de mathématiques à Cambridge, et qui parle beaucoup du Big Bang. Lui, il dit au contraire, le jour où une théorie de l'univers sera complète, d'abord elle expliquera les atomes et les astres en même temps, et puis d'autre part, elle sera compréhensible par tout le monde, et tout le monde pourra en discuter. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas en discuter. Il n'y a aucune raison que l'univers nous échappe. Nous sommes l'univers. Je suis constitué d'atomes. Nous sommes tous constitués d'atomes. Donc c'est nous, notre esprit, si notre esprit est le créateur de ces atomes, eh bien il n'y a aucune raison que notre esprit ne puisse pas les comprendre. S'il ne les comprend pas, c'est les théories qui sont à revoir, c'est pas la reste. Nous sommes capables de tout comprendre, il n'y a aucun problème. D'abord, si nous ne sommes pas capables de tout comprendre, qui le sera? Qui le sera? Il y a notre esprit, il y a nous, nous sommes la justification de cette impression de l'univers, nous sommes l'être qui se pose ces questions sur l'univers. Si ce n'est pas nous qui allons comprendre d'où nous venons et où nous allons, alors qu'il le fera à notre place. C'est pas en affirmant qu'on est incapable de comprendre les choses qu'on finira par les comprendre. Et c'est généralement ce que font les philosophes et les physiciens. Alors plus elle passe leur temps à dire on ne pourra jamais comprendre, ça nous échappera toujours. Dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner qu'ils ne comprennent pas. Et l'être humain, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin, de l'observer très longtemps pour se rendre compte à quel point c'est une merveille. Pas seulement l'être humain, d'ailleurs. N'importe quel corpuscule, un coquillage sur le sable ou un grain de sable dehors, c'est une merveille d'intelligence, de beauté, d'amour. Et ça devrait être le produit d'une explosion. Quand on vous dit que l'univers est en expansion, c'est pas du tout certain. Il est possible qu'il y ait localement une expansion de l'univers. Ça ne voudrait pas dire pour autant que l'univers dans son ensemble est en expansion. On peut très bien aussi avoir des mouvements comme ça de pulsation, s'étendre un jour et se tirer un autre jour. Il
ne faut pas prendre ça pour argent comptant. Peut-être qu'il y a au moins localement une certaine expansion. Mais cela ne justifie certainement pas qu'on en fasse une théorie de l'origine de l'univers en disant que l'univers est parti d'un point. Ça a dû se produire il y a 15 milliards d'années, grosso modo 15 milliards, dans ces eaux-là. Et avant, il n'y avait rien. Avant, il n'y avait pas de temps, le temps aurait commencé à ce moment-là. Bon, c'est tout cela pour tout un tas de raisons très simples, très philosophiques. Vous comprendrez facilement qu'il est absurde de vouloir faire commencer le temps dans le temps. On ne peut pas placer dans le temps, le commencement du temps, ça date pas le commencement de sens. Et à mon avis, la raison essentielle, le point essentiel qui sépare la métaphysique et la physique au niveau de la compréhension de l'origine de l'univers, c'est précisément ce problème du temps. Pour être scientifique, il faut s'intéresser, il faut s'établir sur ce qui est certain. Il ne faut pas s'établir sur des hypothèses invérifiables. Or, le passé, un commencement d'univers dans le temps est quelque chose d'invérifiable. La seule chose dont on dispose vraiment, véritablement, pour travailler, c'est ce qui est. C'est-à-dire, maintenant, la sensation présente d'un univers. Et le fait que cet univers ait une durée ou une âge, etc., ça c'est du domaine de l'hypothétique. Et on n'a pas à trop insister là-dessus. On doit, si on se pose des questions sur l'univers, se poser la question pourquoi maintenant il y a l'univers et non pas où est le commencement de l'univers, parce qu'on introduit déjà l'hypothèse qu'il y a eu un commencement, ce qui est absurde, enfin ce qui est absurde, mais ce qui est une hypothèse invérifiable. Donc on sort du domaine scientifique si on suppose un commencement à l'univers et qu'on dit on va expliquer le commencement historique de l'univers. L'univers n'est pas un problème historique, c'est un problème présent. C'est maintenant, dans l'instant présent, de l'être, de l'esprit, que se pose le problème de l'univers. Maintenant, présentement, j'ai cette sensation d'univers, et cette sensation d'univers, eh bien, c'est cela que je dois expliquer, en m'en tenant seulement à ce qui est certain. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est justement partir du certain, de ce qui est certain, et à partir de là, comprendre le reste. C'est de comprendre les apparences, y compris l'apparence qu'il y a un passé, qu'il y a une mémoire, qu'il y a une origine à l'univers. Mais il faut s'en tenir à ce qui est certain, et ce qui est certain, c'est que maintenant, j'ai la sensation d'un univers. Alors ça, on va l'étudier. Mais pas l'univers lui-même. On n'a même pas besoin d'étudier l'univers lui-même. Pourquoi ? Parce que l'univers est également pas un problème scientifique. L'univers est une hypothèse. C'est une hypothèse parce que c'est une sensation. Je suis la sensation de cet univers. J'ai la sensation qu'il y a un monde autour de moi, et j'ai cette sensation maintenant. Ça, c'est certain. Ça, c'est incontestable. Maintenant, j'ai la sensation d'un univers, et ce que je dois expliquer, si je veux être scientifique, c'est cette sensation présente de l'univers. Et non pas étudier l'univers en disant je vais expliquer l'univers, ou chercher un commencement dans l'univers. Tout cela, ce sera des hypothèses invérifiables, et donc on sortirait, à mon sens, du domaine scientifique. La question à résoudre, c'est celle de l'esprit présent qui contient cette sensation d'univers. Il est clair, je suppose pour tout le monde, enfin peut-être pas pour tout le monde, mais on est là pour en discuter, il est clair que toute sensation fait partie de l'esprit. Il est clair que l'univers est une sensation de notre esprit. Peut-être y a-t-il un univers autre que cette sensation de notre esprit, mais cela nous ne pouvons pas le vérifier. Donc nous le laissons de côté. Nous ne nous appuyons pas sur cette hypothèse-là. Si, en nous appuyant uniquement sur le certain, c'est-à-dire sur la sensation présente d'un univers, en expliquant cette sensation en elle-même, maintenant, non pas dans le passé, non pas en se disant qu'est-ce qui se passe hier, qu'est-ce qui se passe demain, maintenant comprendre ce que c'est que soi, ce que c'est que cette conscience, ce que c'est que cette sensation d'univers, si en partant du certain et en s'en tenant là, en expliquant cela profondément, on arrive à comprendre tous les phénomènes physiques de l'univers et à comprendre pourquoi cela fonctionne et pourquoi cela évolue, alors on aura fait l'économie des hypothèses et on n'aura pas besoin de revenir sur ces hypothèses.